L'objectif de ce webinaire ce matin est de vous présenter en fait tous les dispositifs que la région met à votre disposition au niveau donc des offices du tourisme, mais également de vos territoires. Et l'objectif derrière, donc, c'est d'avoir un retour d'expérience de la part de deux destinations, donc avec Alexis Aubespin sur le pays de Serponçon et Marie Constançou sur le pays du Guéliès-3. Et nous aurons derrière également, derrière chaque présentation, nous aurons un petit temps de 5 minutes où vous allez pouvoir poser vos questions et échanger justement sur les différents dispositifs. Sur ces dispositifs-là, le CRT Julien Auré fera un point également sur l'ensemble des outils mis à disposition, les outils mutualisés de la région, qui fera donc un point pour vous donner justement de l'information. Donc, moi, je coupe mon micro et allez-y. Vous pouvez utiliser aussi le chat pour poser vos questions. Moi, je les retranscrirai également. Mais sachez que derrière chaque présentation, vous aurez un temps. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Bonjour à tous. Merci Aline et à la Fédération régionale des offices de tourisme pour nous aider dans l'organisation de ce webinaire. Désolé pour les petits décalages de démarrage. Pour entrer dans le vif du sujet, donc on s'inscrit bien dans le cadre du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui a récemment été adopté, mais également en continuité par rapport au précédent, puisque l'idée aujourd'hui, comme l'a dit Aline, c'est de pouvoir vous apporter quelques informations sur des nouveaux dispositifs adoptés en même temps que le schéma ou juste après. Et du coup, lors de cette séquence de ce webinaire, vous allez avoir l'occasion d'entendre successivement l'équipe du service tourisme de la région qui s'est mobilisée, mais également, je vais en parler, de nos collègues du comité régional de tourisme à la personne de Julien Auré. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir évoquer, je pense que ça sera principalement Gilles Ponce et Julie Tatar, de vous présenter le dispositif territoire touristique d'avenir. On aura effectivement la petite séance de questions-réponses. Vous pouvez les poser aussi dans le chat en parallèle, comme le signalait Aline Colodello. Après, on zoomera sur un dispositif site touristique exemplaire avec Céline Coulon qui assure la gestion de cette démarche. On zoomera, ça sera plus rapide avec Loïc Duquinicou, parce que ce n'est pas ciblé sur le tourisme, bien que les acteurs territoriaux puissent y être éligibles à un dispositif voté très récemment, qui est un dispositif en faveur des EPCI, Parcours Sud, territoire intelligent, innovant et durable en matière de numérique. Et puis, effectivement, Julien pourra zoomer sur un certain nombre de services, un certain nombre de services et d'outils développés. Et également, on fera un point sur d'autres outils numériques dont on vient de choisir les prestataires en matière de gestion des flux touristiques, de billetterie et de commercialisation. Voilà. Tout un programme et je laisse du coup démarrer immédiatement. Je pense que c'est Gilles qui prend le relais. Gilles Ponce. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Donc, je vais vous parler tout de suite d'un dispositif qui s'appelle Territoire touristique d'avenir. Donc, Territoire touristique d'avenir qui a remplacé Territoire touristique exemplaire. C'est un dispositif qui vise à accompagner le développement touristique durable des territoires en soutenant financièrement les transitions numériques et environnementales, afin d'assurer bien sûr l'attractivité et la pérennité de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, il se compose de deux volets, principalement un volet numérique et un volet durable. Le volet numérique a pour objectif de permettre évidemment de recenser l'offre et de la commercialiser, car aujourd'hui, il est important de bien cerner son offre et de bien pouvoir la commercialiser. On essaye également de pousser les destinations et les territoires touristiques à n'avoir qu'un seul site portail d'entrée plutôt que d'avoir un côté un peu disparate de plusieurs sites
qui ne favorisent pas le parcours client sur une entrée de territoire. Et évidemment, on pousse un travail important à faire sur le référencement, car il est très important que les sites soient visibles et facilement trouvables je crois qu'il y a 2 milliards de sites Internet aujourd'hui dans le monde, donc pour trouver sa place dans ce monde numérique, il faut évidemment être bien référencé. Pardon. Donc le volet numérique en détail, il y a deux parties. Une partie où on peut aider les investissements, c'est les achats, c'est la partie investissement, ou les abonnements, ou bien on peut cofinancer une étude, c'est la partie fonctionnement. Donc on retrouve ce que je disais tout à l'heure, le référencement de l'offre, la visibilité et le référencement SEO et SIA, la commercialisation en ligne toujours bien sûr, la refonte des sites internet mais à condition qu'il y ait une prise en compte de la commercialisation en ligne, la gestion de la relation client qui est aussi un pôle très important dans ce volet numérique, bien sûr la qualité et l'échange de données. On travaille aussi, bien sûr, avec Apidae sur le fait de remonter la qualité des données et sur la gestion des flux touristiques. On aura l'occasion d'en parler plus en détail tout à l'heure avec les dispositifs qu'on a mis en place. Ça, c'est pour le volet numérique. Je vais passer la parole à Julie, si tu es là, Julie, pour le volet développement durable du dispositif. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour la partie du volet du développement durable sur cette opération territoire touristique d'avenir, l'objectif est de permettre de soutenir toutes les initiatives favorisant un tourisme durable. Donc, ça passe par la labellisation environnementale des professionnels, le développement de l'économie circulaire touristique, des solutions et aménagements favorisant la mobilité douce, l'expérimentation de solutions encourageant l'évolution des comportements et des pratiques bas carbone et toute autre initiative en matière de tourisme durable. Donc, il y a plusieurs actions qui sont éligibles et qui concernent, comme pour le volet numérique, en fait, la partie investissement ou des frais de fonctionnement. Donc, vous avez, ce qui peut être éligible, ça peut être les prestations extérieures, les ressources humaines entraînant une augmentation des équivalents temps plein et dédiés à l'accompagnement des socioprofessionnels, tout ce qui est acquisition de matériel comme des bornes de recharge électrique, des solutions et aménagements pour l'accueil du cyclotourisme, etc. Et tout ce qui est diagnostic et audit de labellisation environnementale des professionnels. Merci Julie. Les modalités d'intervention sont celles qui sont affichées à l'écran. Donc à l'échelle, c'est un dispositif qui est uniquement axé sur l'échelle intercommunale. Donc on retrouve les deux parties, fonctionnement et investissement. Les taux sont plafonnés à 50%, les taux sont à 50%, pardon, avec un plafond à 30 000 € pour le fonctionnement et à 60 000 € pour l'investissement. Sachant que le total, il n'y a pas une faute de calcul, on n'ira pas au-delà de 60 000 € si des territoires veulent bénéficier des deux parties, fonctionnement et investissement. En tant que modalité de dépôt de candidature, on a essayé de simplifier au maximum. Donc l'idée, c'est d'échanger avec la région, avec les services du tourisme de la région, c'est-à-dire soit Julie, soit moi sur la partie numérique, puisque Julie est référente du dispositif et je m'occupe plus particulièrement de la partie numérique, d'échanger avec nous pour nous expliquer un petit peu la nature de votre projet et ensuite de déposer un dossier de demande de subvention de façon classique sur la plateforme dédiée de la région, soit en investissement, soit en fonctionnement, en fonction évidemment de ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà pour ce dispositif. Je vais laisser la parole à Alexis Aubespin qui a bien voulu témoigner car il a bénéficié de ce dispositif et il va vous en dire quelques mots. Alexis, c'est à toi si tu veux. Alors oui, effectivement, on a bénéficié, c'était un peu l'ancienne mouture de ce programme, mais qui est assez proche, en 2018-19.
Et donc, à l'époque, on était dans un contexte de fusion sur le territoire de Serre-Ponçon de nos offices de tourisme, hein. On regroupait 6 structures. Et donc, très clairement, il y a 2 points qui sont importants par rapport au fait qu'on ait pu bénéficier de ces aides. C'est que ça a été une vraie rampe de lancement vers la performance digitale du territoire. Parce que si je le remets dans le contexte, ça nous a permis de poser une plateforme web à l'échelle du territoire. Ça nous a permis de lancer notre programme de commercialisation des activités de loisirs, qui, si on remonte, c'est quand même il y a 5 ans, donc c'était encore un terrain à défricher. Et ça nous a permis, dans un second temps, vraiment d'asseoir, on va dire, sur le territoire, le fait qu'on ait une porte d'entrée unique. Je m'explique, le territoire de Serre-Ponçon est partagé sur 2 départements et 3 intercommunalités. Et ça nous a permis derrière de travailler avec la région sur un second dispositif qui a permis à ces territoires de travailler ensemble et de s'appuyer sur la plateforme créée, à savoir le site serreponçon.com et le site exploreserponçon.com pour la commercialisation. Et donc, on se retrouve aujourd'hui en 2024 avec, grosso modo, les plateformes réunies qui font des performances qui ont une croissance entre 10 et 15% chaque année. Sur la commercialisation de loisirs, on est à peu près sur des chiffres de 30% de croissance par an et sur l'hébergement de l'ordre de 20%. Donc, on a 2 places de marché, une pour les loisirs, une pour l'hébergement, qui ont été soutenues via ce programme, plus la création du site Internet et un petit peu de fonctionnement également pour engager au début le personnel. Mais ce qui est déterminant, selon moi, dans le fait de mettre un doigt dans ces programmes, c'est que c'est vraiment cette notion de rampe de lancement parce que ça donne le levier, on va dire, financier dès le début pour pouvoir avoir la création de cette ambition. Et derrière, si je prends l'exemple de notre office de tourisme, ça nous a permis vraiment d'avoir à la fois de l'embauche, mais de mettre des moyens de convaincre nos partenaires locaux, qu'ils soient administratifs, politiques ou socioprofessionnels, pour qu'on aille dans cette direction. C'est-à-dire que on n'est pas dans du tout digital, bien entendu, dans nos métiers, mais ça nous a vraiment permis de devenir experts sur certains métiers. Et aujourd'hui, la structure, elle est complètement légitime parce qu'elle a pu partir sur ces dossiers-là à des moments où c'était d'une part pas forcément la norme, mais d'autre part parce que ça a permis d'apporter une expertise locale qui n'était pas existante avant. Donc nous, on est vraiment ravis d'avoir pu bénéficier de ces programmes-là. On a un temps 2 ou un temps 3 qui va devoir bientôt s'opérer parce que on a quand même la vie numérique est parfois un petit peu complexe et on essaye de travailler aujourd'hui sur des sites des programmes qui pourraient être plus pérennes parce que c'est vrai que si on parle de la création d'une offre qui date de 2018-2019, aujourd'hui en 2024, malheureusement, on se rend compte qu'elle vieillit un petit peu, qu'elle est faite de pansements. Mais clairement, voilà, le côté très bénéfique et que ça a permis au territoire de développer sa marque, son entreprise et à l'office de tourisme d'avoir beaucoup plus de légitimité. Et c'est vraiment ce soutien-là qui nous a permis de se lancer comme ça. On n'aurait pas eu les moyens financiers d'y aller, tout simplement. Merci beaucoup, Alexis, pour ce témoignage. Je vous propose quelques minutes de questions et de réponses qu'on peut vous apporter, si vous le souhaitez, pour pas qu'on déroule tout et que les questions soient à la suite. Ouais. C'est toujours un peu difficile, hein. Donc, si vous avez quelques questions. Alors, il y en a une déjà sur le chat. Je me permets Oui. Tu m'entends? Vas-y. Voilà. L'objectif, c'est en fait, qu'en est-il du calendrier pour ce dispositif? Quelle est la date butoir de dépôt de dossier, éventuellement, de demande de subvention, et le délai de réalisation pour l'opération lorsqu'il y a une subvention qui est sollicitée? Pour l'instant, il n'y a pas de date butoir, donc c'est ouvert. Le temps que le dispositif est en place, il n'y a pas de date butoir aujourd'hui pour répondre à ta question. Je vais prendre, Gilles, je vais compléter sur les délais, si Oui. vous voulez bien. Bonjour à tous. En effet, c'est un dispositif au fil de l'eau et ensuite, le délai de réalisation va dépendre en fait de l'opération. C'est 2 ans minimum et ça peut aller jusqu'à 5 ans pour de grosses opérations d'investissement.
Mais en moyenne, c'est quand même plutôt 2 ans. Mais c'est à voir avec, selon l'opération, avec Gilles ou avec Julie, en fonction des projets. J'ai une question. Sur les démarches de labellisation, c'est la labellisation des structures, donc office de tourisme, ou c'est des territoires, c'est des démarches de qualification des territoires? Alors, ça vise plutôt les sociopros. Okay. Donc, il y a l'idée, en fait, c'est vraiment d'accompagner les socioprofessionnels dans une démarche de tourisme durable. Mais la structure qui porte ça, le territoire, peut tout à fait être partie prenante également et s'engager aussi dans une démarche. D'accord, donc c'est bien pour les pros. Et c'est que pour les offices, les AD, ça ne le fait pas? Ah si, il n'y a pas de... Ça peut tout à fait concerner les AD. Hein, okay. L'objectif, en fait, c'est vraiment d'avoir une augmentation de professionnels qui s'engagent dans la labellisation. Et là, on vient d'apprendre que la région était la première région de France labellisée clé verte, par exemple, aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de poursuivre cette dynamique-là, en fait. Ok. Alors, une précision sur les délais, il faut faire attention à ce que vous ayez bien l'accusé de réception de votre dépôt sur la plateforme pour démarrer les travaux, car les factures ne peuvent être prises en compte qu'après la date de dépôt du dossier sur la plateforme. C'est juste une petite précision, puisqu'on a eu le cas de dépôts qui ont été faits sans accusé de réception et où ça pose un petit souci de décalage dans le temps. Mais voilà, sinon, il n'y a pas de souci sur ce dispositif puisqu'il est au fil de l'eau, comme vient de le dire Gwenaëlle Rubenstein. D'autres questions ou on passe à l'autre dispositif? J'ai vu passer une question, Gilles, sur les bénéficiaires en fait de l'appel à projet. Donc, oui. Ça concerne, en fait, comme le disait Gilles tout à l'heure et le disait Julie aussi, l'échelle intercommunale, donc soit les EPCI, soit les offices de tourisme intercommunaux. Mais en effet, le dispositif ne s'adresse pas à l'échelle communale. Tout à fait. Bien, mais je vais passer la parole à Céline Coulon qui va vous présenter l'autre dispositif dont on voulait vous parler, qui s'appelle Site touristique exemplaire, de son petit nom, Citex. Oui. Là, j'avais juste encore une dernière question qui me demandait si c'était possible de déposer plusieurs dossiers pour une même structure. Hein. Par exemple, si on dépose un dossier sur le cyclotourisme et que l'on peut déposer plus tard quelque chose sur l'accompagnement des pros ou sur le numérique. Peut me permettre d'intervenir. Après, on passera à l'autre dispositif, quitte à revenir à la fin aux autres questions posées, y compris sur territoire touristique d'avenir. Alors, le déposer plusieurs dossiers pour une même structure, c'est potentiellement possible. Bien sûr que une fois que les dossiers sont déposés, si on est amené à faire attention au budget alloué et à devoir proposer aux élus des arbitrages, honnêtement, on n'en est pas encore là. On pourrait être amené à n'aller que sur l'un ou sur l'autre. On n'en est pas là. Donc, à ce jour, à aujourd'hui, la réponse, c'est plutôt oui. Voilà. Après, vous savez que ce qu'on vous dit aujourd'hui, on est sur... de toute façon, c'est un cadre d'intervention et in fine, la décision revient aux élus qui peuvent avoir à arbitrer parfois sur ces dispositifs. Donc, on est sur des cadres d'intervention et tout dépend de la décision, bien sûr, in fine, des élus. À aujourd'hui, on peut vous répondre que oui. On va observer les autres questions. Pendant ce temps, je vois une question sur le cyclotourisme, j'en prends connaissance. On attaque sur Citex et on reviendra sur ces points un peu plus globalement tout à l'heure. Exactement, okay. Laurent. Merci, Laurent. Céline, à toi. Bonjour. Donc, je suis Céline Coulon, chargée de mission au sein du service tourisme, économie sociale et solidaire et économie de proximité de la région. Donc, je vais vous présenter le dispositif site touristique exemplaire. Donc, ce dispositif, il vise d'une part à identifier et aider des opérations d'amélioration de l'expérience client et d'autre part à accompagner des projets de pilotage numérique des flux touristiques. Donc, l'idée, c'est d'accompagner des sites à emblématiques forts ou à fort potentiel de développement
dans une optique d'un développement pérenne et pour optimiser les conditions d'accueil et d'information des visiteurs. Il se comporte de 2 volets. L'un est dédié à l'expérience client et la mise en valeur touristique. Il s'agit donc d'un soutien en investissement dont le plafond est à hauteur de 200 000 euros, et à 40% des dépenses éligibles. Et d'autre part, d'un volet 2 dédié à l'expérimentation de solutions numériques de pilotage des flux, et qui consiste d'une part en un accompagnement par une assistance à maîtrise d'ouvrage régionale qui peut permettre d'établir un état des lieux, des besoins d'un site en termes de gestion des flux, de solutions numériques, et d'autre part d'un soutien en investissement avec un plafond de 80 000 euros par projet et 60% des dépenses éligibles. Alors, le volet 1, pour en revenir au volet 1, donc, il s'agit de projets en Amérique, d'un projet, le site porteur, le gestionnaire de site doit avoir un projet global d'aménagement. Voilà donc les investissements qui sont éligibles. Hein, il s'agit par exemple de schémas d'aménagement, de canaliser la fréquentation, de la pose d'éco-compteurs, de signalétique et pupilles d'interprétation, d'aménager des cheminements, de réaliser des points d'entrée et d'accueil, d'appontement, d'aires paysagères de stationnement, de scénarisation de l'information, d'accès aux personnes à mobilité réduite, de points d'eau, toilettes, location de vélos, gardiennage, bandes de rechargement pour des vélos et voitures électriques, et des outils d'interprétation par la réalité virtuelle. Il y a également des dépenses qui sont exclues, comme les parkings. Sur le volet 2, comme je le disais, donc, il y a deux possibilités d'accompagnement, à la fois donc, la réalisation d'un état des lieux en matière de gestion des flux vers des solutions numériques, et également l'élaboration d'une stratégie de gestion des flux, potentiellement en lien avec des solutions régionales d'outils numériques dont on vous parlera dans quelques instants. Et en ce qui concerne les financements, il s'agit donc de réalisation d'études, d'équipements pour la mise en place de services et d'outils numériques de pilotage des flux. Donc, par exemple, tableau de bord de connaissance des flux en temps réel, et puis également l'acquisition par exemple de capteurs pour connaître l'affluence. Donc voilà, alors tu peux passer sur la... Et enfin, pour déposer sa candidature, tout d'abord, vous devez me contacter pour savoir si votre projet peut-être peut correspondre, et dans un deuxième temps, déposer votre demande de dépôt de subvention en ligne quand il s'agit d'investissement. Et s'il s'agit uniquement d'un accompagnement par notre AMO, de l'envoi d'une lettre d'intention à l'intention du président de la région. Merci Céline. On va écouter, et j'en remercie Marie Constansou, qui est directrice de l'Office de tourisme du Guiers 3 Queyras, qui va nous parler d'un projet porté par la commune de Mont-Dauphin qui a bénéficié de ce dispositif CITEX. Marie, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, Mont-Dauphin est situé dans les Hautes-Alpes. C'est une commune de 156 habitants. Donc, vous imaginez bien évidemment la base fiscale de cette commune, donc les finances de la commune, qui n'a très très peu de recettes. Et pourtant, ce site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des biens en série, puisque ce site a été créé et fortifié par Vauban. Autre particularité pour partager le contexte, depuis 3 ans maintenant, la place forte de Mont-Dauphin accueille en son sein une exposition remarquable qui est la bataille de Little Bigorne d'Ousmane Sow, qui est un sculpteur sénégalais, et cette œuvre avait été exposée notamment au Pont des Arts à Paris. Donc ça a drainé un nouveau davantage de personnes sur le site, qui souffraient déjà d'un manque de signalétique, d'organisation des flux, autant dire d'une expérience
clients qui n'étaient pas très heureuses. Voilà, on est sur un site remarquable, mais qui décevait fréquemment parce que les gens avaient du mal à le découvrir par eux-mêmes, ne savaient pas trop où se garer, comment arriver sur le site. Donc, on avait vraiment un enjeu d'améliorer l'expérience client. Et quand on prend toutes les dépenses qui sont éligibles dans le programme, toutes ces dépenses, en tout cas tous ces postes de dépenses répondent aux besoins qu'avait la commune. Voilà, donc un besoin d'optimiser l'expérience et la notion d'accueil. Et il faut savoir que c'est le Centre des Monuments Nationaux est présent et a déjà développé un certain nombre de visites guidées sur le site qui, elles, par contre, apportent énormément de satisfaction. Donc, on avait aussi un décalage entre la qualité de visite en autonomie et l'expérience ressentie par les visiteurs lorsqu'ils viennent seuls. Et la qualité et l'expérience visiteur lorsqu'on vit la découverte de Mont-Dauphin grâce à la médiation des guides conférenciers du Centre des Monuments Nationaux. Pour finir sur l'élément de contexte, il faut savoir aussi qu'on a fait un énorme travail depuis 5 ans sur la gouvernance touristique. Il y a un plan de gestion déjà à l'échelle de Mont-Dauphin qui est animé par la communauté de communes. Et on avait déjà commencé à travailler Centre des Monuments Nationaux, communes, artisans et offices de tourisme à l'édition de brochures communes, qu'on arrêtait d'avoir chacun sa brochure où ça contribuait en tout cas à amener des difficultés de compréhension du site, de ce qu'on peut faire, et puis même de la partie purement pratique, comment je me gare, etc. Il faut savoir que l'ensemble des cheminements commence déjà, il y avait aussi cette notion d'appréhension du village et monument, puisqu'on n'est pas dans un monument seul, on est bien dans un village qui est situé au cœur d'un monument. Il y avait aussi cette notion d'arriver à faire comprendre qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, que le site est bien évidemment libre d'accès. Donc, problématique d'appréhension et de compréhension du site, problématique de cheminement, problématique de service. Il n'y a pas de toilette publique en dehors de la boutique du Cémen qui en plus se fait appeler accueil. Donc les gens pensent que c'est un accueil, en fait c'est une boutique. Donc on n'y trouve pas tous les renseignements qu'on souhaiterait avoir quand on arrive dans un accueil. Voilà, donc il y avait vraiment besoin de clarifier les choses. Et en plus, on est sur une commune, 156 habitants, donc vous vous doutez bien qu'il y a une secrétaire de mairie et des élus qui font à peu près tout. Donc, il y avait vraiment aussi un besoin d'apporter de l'ingénierie et une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, le programme CITEX a permis d'apporter tout ça. Nous, l'Office de tourisme, c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui, c'est qu'on a fait aussi notre boulot d'appui en ingénierie, puisque c'est nous qui avons rédigé le cahier des charges en lien avec la commune. Ça a été fait à 4 mains entre les élus et puis l'Office de tourisme. Et donc, on a donc on a recruté un bureau d'études financé par le programme CITEX qui a permis de travailler la dimension pratique accueil avec les cheminements, où est-ce que je vais pouvoir me garer. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait un vrai problème de signalétique parce que tout le monde avait rajouté sa signalétique au fur et à mesure, donc pensant que plus il y avait de panneaux, plus ça allait être clair, et c'était tout l'inverse. Il y a un autre acteur qui est extrêmement important aussi de mobiliser et qui a pu l'être lors de cet accompagnement, c'est l'architecte des bâtiments de France, puisqu'on est sur un site classé. Et donc, il y avait vraiment pour nous ce 2 volets qu'on retrouve pleinement dans la présentation du programme. C'était comment on travaille l'accueil, l'expérience client, les cheminements, la logique de compréhension du monument, et travailler aussi à une visite autonome, c'est-à-dire pour les personnes qui ne bénéficient pas de la visite guidée, comment on peut améliorer l'expérience d'une visite à Mont-Dauphin, comment je découvre les différents belvédères, comment je découvre, je suis accompagnée pour savoir par quel bout commencer pour visiter cette magnifique plateforme. Voilà, donc il y avait vraiment pour nous ces 2 besoins. On n'est pas allé sur la partie, pour le moment, numérique avec les capteurs, etc.
puisqu'on a bénéficié en parallèle d'un dispositif qui est porté par le département des Hautes-Alpes, qui propose la pose déjà d'éco-compteurs et le traitement des données. Donc, on ne l'a pas mobilisé parce qu'il était, voilà, on pouvait le mobiliser autrement. Mais si ça n'avait pas été le cas, si le département n'avait pas proposé cet accompagnement, on l'aurait sans doute aussi mobilisé dans le cadre du CITEX. Voilà pour le retour d'expérience. Merci Marie. Merci, Et Marie. voilà, il y a Laurent Greffeuil qui veut intervenir en complément. Et moi, je dirais juste un petit message. En tant que direction d'Office Tourisme, vous connaissez vos porteurs de projets. Donc, n'hésitez pas à aller les voir et leur proposer ce dispositif-là, parce que justement, c'est ce qui est très intéressant et ce qu'a dit Marie en conclusion. Vous allez pouvoir vraiment apporter votre côté, justement, aménagement territorial, offre de services, etc. et tout, pour les aider à construire leur cahier des charges. Clairement, pour compléter ce que tu dis, Nadège, nous, on s'est servi de tous les retours utilisateurs. Les offices, voilà, vous le savez tous, hein, on recueille les avis clients et vraiment tout l'accueil a été extrêmement mobilisé pour construire ce cahier des charges. Voilà. Et pour finir, pour vous dire, voilà, il y avait des problématiques bien évidemment plus larges. C'est-à-dire comment la commune de se dire, ben voilà, comment on accueille la signalétique. Les gens, ils arrivent 20 minutes en retard à l'exposition Little Bighorn parce qu'ils n'ont pas anticipé qu'il y aurait 30 minutes de marche entre le parking et le début de l'exposition. En plus, ils arrivent stressés. Donc, ce qui normalement doit être un bon moment commence de manière catastrophique. Et il y avait des questions toutes bêtes, c'est-à-dire les toilettes, où est-ce qu'on va aller quoi, vraiment hyper pragmatique, où est-ce qu'on va les mettre? Si on doit faire des toilettes, combien la taille du trou que je vais devoir faire? Les canalisations, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Voilà. Ça allait on va dire, de raisonner à l'échelle de l'accueil, de l'expérience, jusqu'à des problématiques très concrètes et qui peuvent paraître très micro, mais qui se posent au moment de la réalisation des projets. Merci Marie. Laurent, tu souhaitais intervenir? Oui. Non, laissons faire les questions et s'il n'y en a pas, je dirais une petite bricole, oui. D'accord. Quelques minutes pour des questions et des réponses, si vous avez, ou si peut-être il y en a dans le chat. Aline? Alors, dans le chat, il y avait une question concernant donc si ce dispositif était ouvert à tous les gestionnaires de sites. Donc, oui, aux communes, aux intercos, métropoles, départements, et tous les privés, associations, entreprises. C'est ce que rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, il y avait une question tout à l'heure, en fait, par rapport à ce que tu as dit, Gilles, sur le dépôt des dossiers, d'attendre d'avoir l'accusé de réception de dépôt de dossier. Michel posait une question en disant par rapport à la prise en compte des factures engagées dans le cadre des subventions, est-ce qu'on doit attendre la réponse de la région? J'en profite, comme ça je ferai d'une pierre deux coups. La date qui fait foi, c'est la date de l'accusé de réception du dossier. Ça, c'est important. Voilà, c'est date de l'accusé de réception de la demande. C'est ça qui est important pour la prise en compte des factures. Ou alors, si les dépenses sont engagées avant, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut qu'on déroge au cadre. Donc ça, c'est pas souhaitable. Donc le point de départ, c'est la date de l'accusé de réception. Voilà. Au-delà des questions administratives, à ce stade, je fais une espèce de mini-pause sur territoire touristique d'avenir et le lien avec CITEX. Merci à Alexis et à Marie. Je trouve leur témoignage vraiment emblématique. On voit bien que selon le stade de réflexion, le dispositif a aidé soit à l'accélérer, soit à le démarrer. On voit bien aussi qu'on est plutôt sur une logique d'accompagnement à des projets on va dire, structurant sur les questions en question, TTA sur la dimension numérique, qui peut recouvrir, on l'a vu, des sujets structurants tels que la commercialisation, la mise en place de systèmes d'information, enfin des processus larges où le territoire, sur ce volet numérique, va vraiment se projeter dans un projet un peu global sur cette question numérique. Sur le volet développement durable, c'est un peu pareil. On a essayé de l'illustrer, Julie Tatar, qui rejoint le service, en profite pour le signaler sur ce dispositif récemment, montre bien là aussi qu'il y a une volonté d'approche globale avec les pros, d'accompagnement à la transition écologique qui peut concerner l'office en tant que tel, mais aussi tout le travail qu'il va conduire avec les pros sur le territoire, sur la question des déplacements d'eau, du cyclotourisme, pourquoi pas, des filières douces,
etc. Et puis, sur ces questions de fond, il y a l'enjeu, la question de la gestion des flux qu'on en aborde pour l'instant, vous allez voir tout à l'heure avec Céline ou Gilles, et avec bien sûr aussi Julien Auré du CRT, un effort important qui est fait par la région et le CRT sur ce sujet-là. On va y revenir. Mais en tout cas, je voulais insister, je les en remercie, sur cette dimension un peu structurante sur ces thèmes. Pour autant, vous n'avez pas toujours cette capacité que peuvent avoir certains offices de tourisme intercommunaux, je pense pour TTA, puisque pour CITEX, ça s'adresse aussi à des gestionnaires ou à des communes, d'accord? Mais à l'échelle intercommunale pour TTA, on peut comprendre que vous n'ayez pas toujours la même possibilité d'agir que Marie et Alexis. On vous encourage tout de même à appeler Julie Tatar, à discuter. Si on voit que le projet s'inscrit un petit peu dans la durée, on peut commencer par des opérations relativement simples pour peu que ça s'inscrive dans un projet global. Voilà, on sait bien que ce n'est pas toujours évident pour un office de tourisme intercommunal ou pour un EPCI pour se lancer. Voilà. Et puis, on peut continuer. Et si vous avez des questions-réponses sur CITEX en particulier, puisque vous avez eu l'occasion d'en poser tout à l'heure sur Territoire touristique d'avenir, qu'on appelle TTA entre nous. Alors, y a-t-il des questions sur CITEX? Merci, Laurent. Des questions? Aline, tu as des questions sur le... Pas d'autres questions sur le chat. Donc, je pense que vous pouvez continuer si personne n'intervient. D'accord. Allons-y. Bien. On va passer au troisième dispositif qui est un petit peu, enfin, qui est moins axé tourisme, on va dire, comme l'a dit Laurent en introduction, mais qui est important et qui est important qu'on puisse communiquer et que vous sachiez ce qu'il en est. Il s'appelle Parcours Sud, territoire intelligent, innovant et durable. Et je vais passer la parole à Loïc Dukinikou qui va vous expliquer les détails de ce dispositif. Loïc, c'est à toi. Bonjour à tous. Tout le monde m'entend, il n'y a pas de... Parle un peu plus fort, peut-être, si tu peux. On vous entend très bien. Ah, bon. Donc, je viens vous présenter un dispositif qui a été adopté par l'Assemblée régionale le 15 décembre dernier avec notre nouvelle stratégie numérique pour des territoires 100% climat, les territoires numériques 100% climat. Alors, ce dispositif s'adresse aux EPCI de la région. Donc là, je vois dans les participants qu'on a beaucoup d'offices du tourisme, pas forcément beaucoup de bénéficiaires directs, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre PCI. Et je vois qu'on a la CCVBA aussi qui est là et qui connaît très bien le dispositif. Donc ce dispositif, il a vocation à accompagner les territoires, les EPCI, dans leur démarche de territoire intelligent, donc pour réaliser des projets Smart Territoire sur leur intercommunalité. Ce dispositif, cet appel à manifestation d'intérêt, a vocation à soutenir des projets à finalité environnementale principalement. Donc ça, c'est vraiment le cœur du dispositif. Donc, c'est-à-dire de la réduction de l'optimisation de la consommation de ressources, réduction de l'impact environnemental, on va dire anticipation et préparation aux conséquences du changement climatique. Donc là, on va parler d'adaptation au changement climatique et bien sûr la gestion des risques naturels. On peut passer à la diapo suivante, merci. En quoi ça consiste? Il y a deux volets dans cet appel à projet. Un volet ingénierie, donc là où on va accompagner des projets qui sont on va dire, en cours de définition ou qui butent sur une problématique technique particulière. Là-dessus, la région, elle va mobiliser une expertise, c'est-à-dire un cabinet qui va intervenir auprès de vous une quinzaine de jours pour avancer soit sur la faisabilité du projet, soit sur une question très précise. Et l'idée, c'est d'aller le plus loin possible pendant les 15 jours, ce qui implique pour le porteur de projet d'avoir aussi une équipe projet disponible et qui soit en mesure d'être proactive. C'est absolument pas on va dire, une intervention d'expertise magistrale. Il s'agit aussi de pouvoir échanger, donc ça implique en face qu'il y ait du répondant et une certaine mobilisation RH, des heures de travail aussi, pour qu'on puisse avancer le plus loin possible.
Deuxième modalité d'intervention, une aide à l'investissement pour des projets qui ont passé le stade, on va dire, des verrous d'ingénierie ou de faisabilité, donc des projets qui ont fait les études, qui sont prêts. Donc là, on est sur de l'investissement et là, on va intervenir à 50% du montant, au maximum, à 50% du montant hors taxe de l'opération, avec une dépense éligible entre 50 et 200 kilo-euros hors taxe. Voilà les deux grandes modalités d'intervention. Une fois que les projets sont lauréats de cet appel à manifestation d'intérêt, donc il y a une labellisation par la région, donc Sud Territoire Intelligent, Innovant et Durable. Et enfin, on va mettre en place une animation dédiée aux lauréats. Là, on est plus sur de l'échange entre pairs, de la capitalisation, voilà, des temps d'animation pour faire venir peut-être d'autres financeurs, peut-être des apporteurs de solutions. Voilà, garder, on va dire, en rythme et essayer d'approfondir ses connaissances sur les sujets. Donc, c'est en appel à manifestation d'intérêt, ça se passe en deux temps. Premièrement, il y a le dépôt d'une intention. Donc, on corrigera le diaporama, c'est une erreur, c'est le 31 mars au plus tard. Mais on ne manquera pas de le corriger. Qu'il faut envoyer à l'adresse suivante, smartterritoire@maregionsud.fr. Donc, vous verrez sur le site de la région, vous avez le lien où vous avez un formulaire qui vous permet de décrire votre projet le plus exhaustivement possible. Et après, il y a un comité de sélection qui se réunit et qui va dire on prend ce projet en ingénierie, on prend ce projet en investissement. Il y a deux parcours. Sur l'aide à l'ingénierie, pour ceux qui la demandent, on l'attribue en juin. On vous envoie une convention et dès que vous nous la renvoyez signée, on envoie un bon de commande à notre prestataire qui déclenche de suite l'accompagnement et réunion de cadrage, etc. et on mouline. Sur l'aide à l'investissement, choix des pré-projets, on va dire, en juin. Et on a jusqu'en octobre pour déposer les dossiers d'investissement finalisés. Donc, ce qui veut dire qu'on rend les dossiers quand même pendant l'été parce que le calendrier est assez contraint. Donc, j'incite fortement, si vous êtes sur le volet investissement, à préparer aussi le dossier d'investissement en parallèle de l'intention afin de pouvoir le déposer le plus tôt possible si vous avez une réponse positive. Voilà donc pour le calendrier. Donc, pour le volet, petite précision, pour le volet ingénierie, ce sera Gilles Ponce qui s'occupera des dossiers. Et pour le volet investissement, ce sera moi. On rajoutera peut-être aussi une diapo avec nos contacts. Comme ça, vous pourrez nous contacter plus facilement. Elle sera à la fin. D'accord, très bien. Donc, à votre disposition pour toute question sur le dispositif. Merci Loïc. Y a-t-il des questions dans le chat ou des questions dans le chat, il y en a une, mais qui ne concerne pas forcément celui-ci. Voilà, donc là-dessus, je vous laisse répondre directement sur le chat. Oui, on va répondre. Je pense qu'il faut continuer. On a pris un petit peu de retard exactement. au démarrage. Voilà. Ok, donc on enchaîne avec, au-delà des dispositifs des marchés que nous avons lancés, pour essayer de trouver des solutions et de vous aider à en trouver pour gérer au mieux les flux, qui est un problème qui devient de plus en plus prégnant dans le monde et chez nous sur des sites qui sont surchargés à certaines périodes, des territoires même qui sont globalement envahis, entre guillemets, par des flux touristiques importants, ce qui pose des problèmes à la fois de gestion soit de l'eau, soit de gestion de relations entre les habitants et les touristes. Donc, on a mis en place deux solutions. L'idée, c'était pour vous aider à mutualiser les coûts d'adhésion pour chacun de vous, c'est-à-dire que les deux outils que l'on a choisis, on leur demande de mutualiser au maximum les coûts et sur un des outils d'effectuer des développements supplémentaires en fonction des besoins qui nous seront remontés quand vous commencerez à utiliser l'outil, comme on l'avait fait avec l'outil de gestion de la relation client à Visi, où pendant 4 ans,
nous avons œuvré pour modifier l'outil en fonction de vos demandes. Alors, plus en détail, donc il y a un premier outil qui est une aide à la gestion des flux avec un tableau de bord, avec des tableaux de bord intelligents, j'allais dire, et simples, qui vous permettent qui en back-office permettra d'agréger tous les flux venant de différentes bases de données, que ce soit des données de transport, des données de capteurs différents, etc., et qui vous permettra de flux vision, par exemple, d'avoir un seul tableau de bord qui vous permette de prendre des décisions pour gérer les flux, et qui sera évidemment, cet outil sera interopérable et complémentaire avec notre base de données qui s'appelle DataSud en région. L'outil choisi s'appelle Hexadon. C'est une nouvelle entité qui est née de la fusion, enfin de l'association plutôt de la société Orange, que tout le monde connaît, avec la Banque des Territoires. Orange ayant tout le background de Fluvision et la Banque des Territoires ayant évidemment toute cette caution derrière qui nous a paru suffisamment solide pour leur faire confiance. Nous allons avoir une première réunion de calage la semaine prochaine avec eux, puisqu'on vient de notifier le marché. Le deuxième outil, c'est un outil de billetterie, parce que l'outil de billetterie de réservation permet évidemment également de gérer au mieux les flux. L'outil qui a été choisi, c'est l'outil Ingénie, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'il équipe déjà pas mal d'offices de tourisme. Il y en a 400 en France et quand même, je crois, une quarantaine chez nous, dans la région. Ça permet évidemment tout ce que sait faire un outil de billetterie et de réservation de créneaux, de gestion des stocks, de package, d'associer plusieurs prestations, des paiements en ligne et au comptoir, ce qui est important pour notamment les offices de tourisme et les sites, bien évidemment, avec une importante fonctionnalité de GRC pour le suivi clientèle. Voilà, et on va faire en sorte qu'il soit interfacé avec d'autres outils, et notamment celui que l'on a choisi pour la gestion de la donnée. Voilà les deux outils qu'on met en place. Il y aura, alors toutes s'entremêlent puisqu'il y a évidemment des aides possibles avec TTA et Citex sur l'acquisition de compteurs, de capteurs vidéo, de tous ces outils-là qui permettent de compter des flux. Il y a aussi des possibilités de cofinancement d'études pour vous aider à une réflexion avant de se lancer sur la gestion en elle-même. Voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire aujourd'hui sur ces deux outils qui ont été choisis. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais peut-être où on enchaîne puisqu'on a pris du retard et on viendra après à la fin aux questions. Je ne sais pas si… Oui, on va enchaîner, je pense. Et quoi qu'il en soit, nous, on sera le relais véritablement quand il y aura plus d'éléments et tout. On sera le relais auprès de vous des différentes solutions et comment justement des différents contacts, les coûts, etc. et tout. Et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Voilà. D'accord. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Julien Auray du CRT que vous connaissez bien, qui va vous parler d'autres outils qui ont été déployés par le CRT avec la région. Et je le laisse, Julien, si tu es là, est-ce que tu… Oui, je suis bien là. Allez, c'est à Bonjour toi. à toutes et tous. Je ne sais pas qui a la main, du coup, bah voilà. Juste un petit rappel sur des outils qui ont été quand même déployés pas mal, à la fois par le CRT et par la région au cours des dernières années, et notamment en lien direct avec Apidae, qui est donc notre système d'information touristique partagé. La région a pas mal poussé depuis pas mal d'années, notamment à des outils connexes, notamment sur la partie CRM avec Avisi ou sur la qualification, l'aide à la qualification de la donnée dans Rapidae à travers USCA maintenant, puisque c'est le nom de l'outil qui est ex-DAHUB, mais également en développant la passerelle entre Geotrek et Apidae pour faire remonter les itinéraires. Donc ça, c'est tout le travail qui est fait par la région. Et en complément, nous, on a déployé d'autres outils qui nous paraissaient en tout cas pertinents pour aider un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'au CRT, quand on a un besoin, on essaye de faire en sorte de se poser la question de savoir est-ce que ce besoin est aussi celui des OT ou des agences de développement. Et quand c'est le cas, on essaye de négocier les coûts, en tout cas auprès des prestataires avec lesquels on travaille.
pour tout le monde, pour que vous puissiez bénéficier d'outils performants et intéressants pour vos propres besoins. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis pas mal d'années sur Fairguest, si on peut revenir sur la slide précédente, s'il vous plaît. C'est ce qu'on a fait également il y a 2 ans avec DeepL, et notamment le cofinancement du développement qui permet d'avoir la traduction automatisée intégrée directement dans Rapidae. Et puis, c'est ce qu'on a fait l'année dernière avec le roadbook, sur lequel on avait lancé donc un marché pour bénéficier d'une solution de séjour en conseil personnalisé. Et donc, c'est la solution roadbook de raccourci qui avait été déployée. Donc, voilà un peu les 3 outils, nous, sur lesquels on intervient directement et sur lesquels on a négocié des coûts pour vous. Alors, on a déjà fait une présentation récemment pour la Fédération régionale des offices de tourisme. Mais néanmoins, je rappelle un certain nombre de choses et je vais insister sur peut-être quelques nouveautés et quelques précisions depuis l'an dernier. Sur Fairguest, je passe très rapidement, si on peut juste faire passer le reste de la slide. Voilà, parfait. Donc, il y a 3 intérêts. Un intérêt plutôt en termes d'observation. Donc là, l'idée, c'est de récupérer des informations à la fois qualitatives sur les notes moyennes qui sont déposées sur... Aujourd'hui, au niveau régional, on a plus de 9000 objets qui sont surveillés. Donc, tout ce que le CRT surveille, les destinations qui sont concernées par l'objet qui est sur leur territoire, ils le voient aussi quand ils sont abonnés à la solution. Et puis, une approche qualitative aussi sur la dimension sémantique, puisqu'il y a une analyse qui est faite sur les avis qui sont déposés directement et des regroupements notamment qui permettent... de suivre les réputations d'un prestataire donné, mais aussi les réputations de prestataires agrégés sur un territoire donné. Vous avez la possibilité aussi de valoriser tous les avis clients sur vos écosystèmes digitaux, puisqu'il y a donc un abonnement de diffusion qui est possible, donc ce qui apporte une information à valeur ajoutée à vos clients, puisque on sait que les avis clients sont hyper importants au moment du choix. Et puis, c'est aussi un bel outil d'animation numérique du territoire, puisque ça vous permet d'accompagner vos professionnels et notamment faire des diagnostics en prenant en compte cette composante-là. Il y a également une solution pro qui existe, une qui peut être gratuite ou payante selon les options que vous utilisez, mais en tout cas, c'est des solutions que vous pouvez abonner vos professionnels à ces solutions-là dans votre travail d'animation numérique. Donc, c'est un peu les 3 volets. Donc, je disais observation, valorisation et accompagnement des pros. Il y a un autre volet que je n'évoque pas trop, mais qui est un volet de modération. Vous pouvez aussi être vous-même, générer en fait la production d'avis directement sur vos écosystèmes. Et là aussi, il y a un abonnement. Sur la slide suivante, juste quelques éléments. Aujourd'hui, on a 31 destinations de la région qui sont dans le dispositif. Donc, je le disais tout à l'heure, ça fait un peu plus de 9000 objets qui sont surveillés, dont 50% sont financés par le CRT. Nous, au niveau du CRT, on en finance un peu plus de 4500. Voilà. Slide d'après, donc ça, c'est la liste de tous les offices de tourisme. Je le détaille pas. Voilà. Des nouveautés importantes sur l'outil. Ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, les équipes de raccourci ont développé un nouvel indicateur qui est le Net Promoter Score, qui permet de faire la différence entre les promoteurs et les détracteurs de la destination. Et ils ont intégré une autre logique qui est celle de pouvoir comparer les destinations entre elles. Alors, c'est une logique qui est un peu ambiguë, j'ai envie de dire, notamment par rapport aux destinations hors région, parce que y a très peu de régions en fait qui vont en fait surveiller autant d'objets que nous en fait. Les autres régions ne surveillent pas 9000 objets, donc souvent les destinations ou les autres destinations qui sont dans le dispositif vont surveiller des prestataires qui sont plutôt des prestataires qui correspondent à des partenaires des offices de tourisme ou des agences de développement ou des comités régionaux de tourisme. Donc, il n'y a pas forcément d'exhaustivité là où nous, on tend un petit peu plus vers une exhaustivité de l'offre surveillée. Donc, voilà, ça, c'est des nouvelles fonctionnalités qui commencent à arriver. Voilà, il y en a d'autres qui vont arriver avec l'intelligence artificielle. Voilà un petit peu où on en est sur le déploiement de Fairguest. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, soit vous rapprochez de
Votre agence de développement, certaines sont particulièrement dynamiques. Hein. Quand on a démarré notamment avec Vaucluse Provence Attractivité qui fait un gros travail d'accompagnement auprès des offices de tourisme intercommunaux et communaux du territoire. Voilà, et puis nous, on peut vous faire des démos aussi pour vous expliquer comment on l'utilise, comment il sert notre stratégie. Il y a des choses que je n'ai pas évoquées, mais aussi nos stratégies de contenu aujourd'hui. Donc, il nous aide à notamment orienter nos tops quand on fait des contenus top, en fait, tout simplement. Je vous ai remis les coûts à l'écran. Alors, les coûts, ils n'ont pratiquement pas changé. Il y a juste le prix de la licence, en fait. Je vous rappelle juste le modèle économique. C'est un modèle à la fois à l'abonnement et un modèle de licence par objet surveillé. Le coût par objet surveillé est passé de 0,42 à 0,45 € par mois par objet. Donc, en gros, je vous ai mis des exemples de coûts annuels pour un office de tourisme. Si vous prenez un abonnement surveillance, observation, c'est un coût qui n'est pas très élevé. Hein. On est sur 240 € hors taxe par an. Si vous prenez l'abonnement diffusion qui vous permet justement de diffuser les avis clients directement sur les pages offres de votre écosystème digital, bah, vous rajoutez 378 € hors taxe par an. Et puis, admettons que vous vouliez surveiller en plus des objets que surveille le CRT sur votre territoire ou les agences de développement départementales, vous voulez surveiller 250 objets sur votre territoire, bah, vous rajoutez à l'année 1350 € hors taxe, par exemple, pour 250 objets. Néanmoins, rien qu'avec les abonnements, vous pouvez déjà voir tout ce qui est surveillé par le CRT ou l'agence de développement départementale. Je rappelle aussi qu'il y a la Frotte qui fait un gros travail aussi d'accompagnement et de formation pour ceux qui veulent aller plus loin sur l'e-réputation, à la fois sur des logiques un peu globales sur l'e-réputation, mais aussi sur l'accompagnement sur l'outil. Et je laisserai Aline peut-être dire 2 mots là-dessus. Voilà un petit peu le modèle qui est déployé. Donc, voilà, on a tiré les coûts au maximum, que ce soit pour les abonnements et pour les licences. Et je peux vous dire que sur les autres régions, ce n'est pas du tout le prix qu'ils payent aujourd'hui pour acquérir l'outil. Aline, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur Fairguest ? Merci Julien. Et effectivement, nous à la fois, on accompagne sur des formations en fait spécifiques de comment traiter ses avis clients et surtout en faire une valeur ajoutée dans sa stratégie market. Et effectivement, on fait des accompagnements aussi avec Thomas Young sur comment justement utiliser Fairguest justement en tant que valeur ajoutée justement de sa stratégie market, voilà, sur l'outil. Donc ça on les a nous au catalogue, et si on les a pas activés au catalogue avec des dates, il suffit de prendre contact avec Nadège et on cale ça après derrière. Voilà, je passe au roadbook parce que c'est vrai que Fairguest, ça fait pas mal d'années qu'on en parle maintenant, donc c'est quand même assez bien rodé. Il y a une belle logique partenariale autour du déploiement de l'outil. Le roadbook, je vais insister un petit peu plus peut-être. L'année dernière, en fait, tout simplement, nous, on se posait des questions sur la manière dont on pouvait, notamment sur des opérations B2B ou B2C, faire davantage de conseils en séjour personnalisés. Donc, on avait étudié un certain nombre de solutions qui existaient sur le marché. Et on a retenu, après consultation, au cours de laquelle, d'ailleurs, on a associé la Frotte dans nos choix, mais également Provence Tourisme qui a été associé. Alors, je le disais tout à l'heure, sur Fairguest, on a VPA qui nous avait donné un coup de main. Là, c'est Provence Tourisme qui s'est impliqué à nos côtés, notamment pour donner un avis technique sur la solution à retenir. Et donc, on a choisi une solution qui est donc interfacée à la fois avec Apidae, mais qui permet aussi de remonter du contenu éditorial qui provient directement de son site web, donc qui est la solution roadbook de raccourci. C'est un outil qui permet à la fois de digitaliser le conseil en séjour, donc en interne au sein du CRT, pour nous, pour nos logiques B2B, B2C. Et puis l'objectif, c'était, comme on l'a fait sur Fairguest, d'essayer de tirer les coûts pour les OT qui voudraient bénéficier d'une solution de ce type-là, à la fois les coûts d'investissement et les coûts de fonctionnement de cet outil. Donc voilà, nous, on a investi donc l'année dernière 28 000 € sur l'outil, voilà, et on cofinance à hauteur de 1 000 € sur les frais d'installation sur chaque office de tourisme. Ça nous a permis en fait cet ensemble en fait d'actions et d'investissements de départ
de vous permettre de bénéficier d'une réduction globale de 63% sur l'investissement au sein de l'outil. On a aussi, et je le souligne, bénéficié de l'expertise de l'Office de tourisme de Marseille, qui a été le premier office de tourisme de la région à acquérir la solution Roadbook. Il y a d'autres destinations de la région qui utilisent l'outil aujourd'hui. Voilà, l'idée, c'est vraiment de tirer les coûts au maximum. Ce qu'on demande en contrepartie là-dessus, c'est accepter de partager les contenus entre destinations. Donc, il n'y a pas de référencement, il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça, hein, ça reste directement dans l'outil. Et puis, d'inclure le CRT dans les opt-in pour la qualification de la demande, parce que ça nous permet aussi d'enrichir un peu notre base de contacts. Voilà, c'est la seule contrepartie qui est demandée aujourd'hui dans la logique de mutualisation autour du roadbook. Juste sur la slide d'après, s'il vous plaît. Alors, je suis désolé, c'est un tableau qui est un peu mastoc sur les coûts d'investissement. Je l'ai dit, donc je ne reviens pas dessus. Le coût d'investissement global est réduit à hauteur de 63% pour un OT. Donc, en gros, pour un office de tourisme, quand vous voulez l'installer, le coût est compris entre 4 100 et 4 900 € hors taxe. Alors, pourquoi il y a un écart aussi important? C'est parce qu'en fait, on travaille par cohorte de 5 offices minimum, en fait. Donc, quand il y a un office de tourisme qui est intéressé pour rentrer et en tout cas acquérir l'outil, on mutualise les frais de formation des agents des offices de tourisme. Donc, l'agence raccourcie qui s'occupe de la formation concentre au maximum les offices. Donc, à partir de 5, ils font des formations. Et si on va au-delà, on peut encore diminuer les coûts et les redescendre jusqu'à 4 100 € hors taxe. Voilà. Ça, c'est vraiment l'investissement. Et après, vous avez des coûts de fonctionnement annuel qui sont estimés entre 2 000 et 2 500 € en fonction des options que vous prenez, c'est-à-dire le nombre de licences dont vous avez besoin en interne pour pouvoir utiliser la solution. Et puis un certain nombre d'autres options qui sont directement mentionnées ici. Vous avez aussi la possibilité de déployer le roadbook chez les professionnels, puisqu'ils ont une solution qui permet notamment aux professionnels de pouvoir suggérer des activités, des choses à faire et de faire du conseil en séjour digitalisé auprès de leurs clients, et ils deviennent quelque part vos ambassadeurs. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Il y a notamment l'Office de tourisme de l'île de Ré qui le déploie aujourd'hui comme ça. Donc, il le déploie pour ses propres besoins au desk au sein de l'Office de tourisme, mais aussi auprès de ses professionnels qui l'utilisent directement. Voilà, juste en état du déploiement du dispositif. Donc, on est 6 à être partis l'an dernier. Donc, nous, les offices de tourisme de Nice, Côte d'Azur, Dorsière-Merlette, Menton, Arles, Avignon. Donc en 2024, l'Office de tourisme d'Aix-en-Provence, Grimaud, Saint-Tropez et Istres ont déjà donné leur accord. Et puis on en a d'autres qui sont intéressés. Je vous en ai cité quelques-uns. Donc ça, c'est ce qu'on m'a fait remonter l'agence raccourcie pas plus tard que la semaine dernière. Donc l'OT du Grand Avignon, l'Office de tourisme Durance-Luberon-Verdon qui est aussi intéressé, et Fréjus. Donc ça, c'est les dernières infos, on va dire fraîches, du déploiement actuel du dispositif. Et je termine sur un autre dispositif dont on vous parle très peu. Alors, on vous en parle très peu parce que, merci Laurent d'avoir expliqué tout à l'heure qu'on travaillait aussi sur la question de la gestion des flux touristiques. Depuis maintenant 3-4 ans, on a eu un partenariat dont vous avez entendu parler avec Waze, à travers lequel, en fait, on utilisait les leviers publicitaires de l'application Waze pour pouvoir aller passer des messages de sensibilisation ou orienter les flux touristiques de personnes qui étaient en situation de mobilité. Ce dispositif-là a pas mal évolué au cours des dernières années, et on expérimente sur des territoires des campagnes digitales au service de la gestion des flux en activant un certain nombre de leviers. Donc, il est plus possible aujourd'hui de faire de la publicité sur Waze puisqu'ils ont arrêté en fait la régie publicitaire sur l'application. Néanmoins, on est en train de travailler avec notre agence, et l'année dernière, on a mené encore 2 campagnes de ce type-là. Une sur la presqu'île de Giens pour orienter le stationnement sur des parkings relais, et une côté Mercantour avec l'Office de tourisme Nice Côte d'Azur et le parc national du Mercantour pour pouvoir
booster en fait l'utilisation de bus et de navettes pour se rendre sur des sites de randonnée du Mercantour. Donc, c'est des expérimentations qui, pour nous, ont été très, très intéressantes, même si on doit encore améliorer un certain nombre de leviers, puisque l'idée, c'est de faire en sorte d'utiliser en fait les leviers digitaux, non pas pour renforcer la notoriété des sites qui peuvent être surfréquentés ponctuellement, mais de pouvoir aller toucher des personnes qui ont émis un souhait dans leur recherche à un moment donné de pouvoir se rendre sur ces sites en question et de leur donner les bons messages, c'est-à-dire en gros, vous voulez prendre la navette maritime pour aller sur les îles d'Or, on vous donne l'information pratico-pratique qui nous intéresse d'aller vous garer sur le parking à Romanche, qui est un parking relais, plutôt qu'aller sur les parkings de la Tour Fondue qui sont souvent saturés. Donc là, on travaille en partenariat avec le Parc national de Port-Cros, mais aussi l'Office de tourisme Provence-Méditerranée qui s'est impliqué dans la démarche. Et on continue ces expérimentations. Alors en 2024, on va repartir avec Port-Cros et le Mercantour pour consolider le travail qu'on a fait cette année. Mais on souhaiterait avoir un troisième territoire un peu expérimental qui souhaiterait mener des campagnes digitales au service de la gestion des flux. Donc on cofinance à hauteur de 50% en fait ces campagnes. C'est des budgets qui sont compris entre 4 000 et 8 000 euros pendant les périodes, on va dire, de surfréquentation. Donc, si vous êtes intéressé par des dispositifs de ce type, n'hésitez pas à revenir vers moi directement. Merci Julien. Il nous reste 10 minutes sur le timing, puisqu'on avait dit 11h30. Y a-t-il quelques questions avant les conclusions? Aline, tu as des questions sur le chat ou il y a des Alors questions non, Marie, je pense que c'est Marie, tu peux quand même poser ta question parce que je trouve que c'est intéressant. Par rapport, elle avait une réflexion par rapport aux outils justement que vous allez proposer en mutualisation sur l'outil de gestion des flux. Comment justement on pouvait imbriquer en fait les différents dispositifs pour pouvoir travailler en amont sur toute la partie déjà requalification, réorganisation et réflexion sur l'observatoire d'un territoire et savoir justement voilà donc si on pouvait quel type de dispositif éventuellement on pouvait solliciter pour être accompagné sur la partie justement ingénierie déjà c'est ça Marie? Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai cru comprendre que avant la pause, on va dire de la solution techno, vous pouviez peut-être accompagner. J'ai cru comprendre qu'il pourrait y avoir un accompagnement en amont. Et c'est vrai que la Oui. gestion des flux, ça vient pleinement alimenter nos logiques d'observatoire. Et donc je me disais, voilà, parce qu'on se télescope, quoi, il y a aussi des réflexions qu'on essaye d'avoir sur notamment les critères qu'on fait rentrer dans nos observatoires touristiques, comment on fait rentrer plus de quali et pas seulement du quanti. Voilà, je me demandais si on pouvait être accompagné sur les restructurations de nos observatoires touristiques et que finalement les outils de collecte de flux, pour moi, c'est parce qu'on a Flux Orange, quoi, on a déjà Flux Vision, on a G2A, mais voilà, comment on peut en amont bien structurer les données qu'on souhaite collecter et après on met la techno en face pour collecter la donnée. Tout à fait. C'est toujours ce qu'on prône en région, c'est d'avoir une réflexion avant de démarrer, notamment les outils, parce que l'outil ne sert qu'à alimenter la réflexion qui a été faite en amont. Donc on a évidemment TTA si c'est à l'échelle intercommunale. Et puis on a aussi, on est en train de lancer un autre marché qu'on va bientôt notifier, j'espère, sur une AMO qui pourra accompagner également les territoires dans cette réflexion-là. On est sur cette démarche-là. Quand on parle d'échelle interco, si l'échelle elle est intercommunale mais moins élargie que l'interco, est-ce que c'est gênant? Marie, tu fais allusion à quelle situation vous êtes Un LGS le territoire se divise en deux. Non, mais en fait, clairement, nous, on n'observe pas les stations intégrées qui sont autonomes et qui sont dans des logiques de structuration de flux complètement différentes, sur des typologies de clientèle différentes et sur des enjeux différents. Donc, c'est vrai, nous, les données de nos stations intégrées, on les analyse pas et
elles nous sont pas intéressantes par rapport à nos clientèles et à nos besoins. Voilà. Écoute, Pour être très clair dans la remarque, dans la question. on est sur un sujet très ancien. Le lien important entre les stations et les vallées sont très forts. Bon, on ne va pas revenir sur la question de l'intercommunalité en zone de montagne. Écoute, je te propose qu'on rediscute de ce point plus en détail, parce que c'est vrai qu'il faut avancer sur cette question de la gestion des flux, et si on peut aider, même s'il n'y a pas les stations, même si on le regrettera, mais si on peut aider, on le fera. Il faut avancer, et du coup, je sens qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, je voudrais enchaîner. Est-ce que, Aline, je peux conclure au passage, du coup, par rapport à ça? Oui, oui, tout à fait. Tu peux conclure. Et moi, je voulais aborder ce sujet justement de gestion des observatoires, de réorganisation des observatoires, parce que c'est quand même aujourd'hui, alors il y a des travaux qui sont faits là-dessus, Julien pourrait peut-être témoigner, qui sont faits au niveau national sur tout ce qui est restructuration et organisation en fait d'une logique d'observation. Et là-dessus, c'est vrai que c'est vraiment des problématiques aujourd'hui, c'est quand même des choses qui font partie des missions des offices de tourisme. Chacun a sa propre organisation, et parfois justement avec justement cette notion aujourd'hui de gestion des flux, je pense que c'est très important de pouvoir justement aussi solliciter des dispositifs d'accompagnement sur la partie justement réflexion et ingénierie en amont. C'est pour ça que je voulais que Marie effectivement intervienne là-dessus. Juste avant Laurent, pour répondre à Marie, il y a aussi CITEX qui permet à l'échelle communale d'intervenir soit en fonctionnement, soit en investissement. Mais je propose qu'on s'en reparle après en investissement. Oui, oui. Donc, bon, sur la question de l'intercommunalité, station, vallée, on continue de penser effectivement qu'il y a des liens quotidiens, quand bien même, selon les saisons, sont pas les mêmes clientèles, il y a du lien, et la réflexion sur vos territoires, mais je sais que tu l'as, Marie, elle se pose été-hiver, et notamment dans la complémentarité hiver, donc on peut difficilement séparer les sujets. Mais si on peut avancer sur ce sujet-là qui est majeur, d'abord dans la vallée, si je puis dire, ben on le fera. Et puis après, ou dans la station, s'il y a d'autres territoires dans la région qui peuvent travailler d'abord sur la station, on le fera bien sûr. L'essentiel, c'est de faire avancer pour peu que, c'est l'expression là, pourvu que le cortège avance, peu importe qui porte la bannière, pourvu que le cortège avance, si je puis dire. Voilà. Moi, je voudrais un petit peu conclure d'abord en indiquant, aujourd'hui, vous avez un petit peu le témoignage. C'est sans doute un peu complexe pour vous, il y avait beaucoup d'informations. Et donc, moi, ça m'encourage à revenir vers vous avec nos collègues de la Fédération régionale des offices de tourisme et du CRT, peut-être sur des sujets plus contraints. Plus réduit, pardon, parce qu'on voit que le sujet est quand même assez large. Mais comme on ne vous avait pas vu depuis longtemps, ben, on a voulu remplir beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qui est important à voir, c'est l'approche globale, c'est-à-dire on peut intervenir à la fois sur de la structuration à l'échelle intercommunale pour des offices de tourisme ou des EPCI, sur un volet numérique et sur un volet développement durable. Ça, c'est territoire touristique d'avenir, avec la possibilité pour des territoires qui ont vraiment des projets ambitieux en matière de numérique d'approfondir avec Parcoursup territoire intelligent, durable et innovant. Je ne les ai pas mis dans le bon ordre. Ça, c'est un point clé. Vous voyez qu'il y a de l'accompagnement globalement à peu près systématiquement. Ensuite, il y a CITEX, expérience client. Marie en a très, très bien parlé dans l'exemple qu'elle a donné de son territoire. On sent bien une priorité sur ce sujet-là. Donc, ça, c'est important de le noter. J'en termine en disant que au-delà des aspects financiers, il y a tout le travail qui est fait en apportant des solutions numériques. Bien sûr, la présentation de Julien qui montre et qui déroule tous les outils, toutes les actions conduites pour agir concrètement sur ces sujets-là, et les outils numériques qu'on s'apprête à vous proposer. Là, confère l'intervention de Gilles par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment une mobilisation globale.
n'oubliez pas, là-dessus se rajoute, et on le voit bien aujourd'hui, ce trinôme un petit peu que l'on voit bien dans les logos, avec la fédération régionale qui vous accompagne au quotidien en matière de professionnalisation, en matière de vous aider à pointer les sujets d'actualité. Donc, on est là aujourd'hui vers vous, à trois, pour montrer un petit peu la cohérence de trois acteurs régionaux à votre service. Et je remercie bien sûr toute l'équipe du service que j'ai la chance d'animer. Julien également, comme toujours, au CRT, Aline et ton équipe. Merci à vous tous pour être présents, pour vos questions, votre intérêt. Et surtout, n'hésitez pas, les contacts s'affichent. N'hésitez pas à contacter, que ce soit Julie, Céline, bien sûr Gilles Ponce, bien sûr Julien au CRT, Aline et son équipe à la Fédération régionale et Loïc Duquinicou pour le dispositif Parcoursup. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Et je vous confirme ce que j'ai écrit sur le chat. À la fois, le replay va vous être adressé, à la fois le PowerPoint va vous être adressé, et on publiera aussi l'enregistrement, le replay sur notre chaîne YouTube, qui est accessible depuis notre site Internet. Voilà. À bientôt en tous les cas. Merci Merci à vous. Et pour les Merci. directions d'office de tourisme, petit rappel d'agenda, on vous attend tous à Menton le 22 février pour travailler ensemble sur justement l'avenir de l'office de tourisme en 2030. Vaste sujet. Merci Vaste beaucoup. sujet. Merci. À bientôt. 11h30, respect. Au revoir. Au revoir.